Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous sommes en guerre. Mes chers compatriotes, à cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse. C'est pas ma guerre! J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner! Avec sang-froid, détermination et unité. J'ai glissé, chef! Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Nous sommes en guerre. C'est un bravo à Maxime, toujours excellent ces jingles. C'est un oui mais qui ressemble à un non. Le président russe dit accepter l'idée d'une trêve en Ukraine, mais avec toute une série de conditions qui reviennent à exiger une capitulation ukrainienne selon les défenseurs de Kiev. Alors parlons vrai, est-on dans un marché de dupes dans ces négociations? Et la question Ukraine, les conditions de Poutine pour une trêve sont-elles acceptables? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des recherches internationales et stratégiques, et auteur de Géopolitique de la Russie, publié aux éditions Erol. Rebonsoir. Tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. Au sujet de ces questions à la fois délicates et brûlantes, je continue probablement parce que j'ai trop d'ignorance et peut-être aussi parce que je suis incapable d'avoir les subtilités diplomatiques qui conviendraient de juger le climat actuel un petit peu nauséeux. Je veux dire par là que d'abord, j'ai envie de défendre la position d'Emmanuel Macron au regard de l'Ukraine et de ce qu'il fait au nom de l'Europe. Deuxième élément, j'éprouve un infini malaise à voir d'une certaine manière Vladimir Poutine devenir le centre de l'attention générale, créer une inquiétude tactique et cynique, et franchement j'ai très peur devant les nuances qu'il invoque, qui, comme vous l'avez très bien dit, Philippe, dans votre interrogation, revient à capituler totalement en sa faveur. Donc j'ai bien conscience que monsieur l'ambassadeur va me faire des remontrances parce que c'est un point de vue très basique de citoyen ordinaire, mais je continue à ne pas trouver bien cette disparité des attitudes et des regards. Mickaël Sadoun. Bah oui, beaucoup de gens pensaient que Donald Trump allait devenir l'homme fort de la géopolitique mondiale. Or, depuis la séquence dans le bureau ovale avec Zelensky et le vice-président Vance. C'est Poutine qui est devenu l'homme fort de la géopolitique mondiale et les cartes sont dans ses mains. Il n'est pas dépendant de l'aide des États-Unis et il sait en même temps que Trump a tordu le bras de Zelensky. Donc, il impose des conditions qui lui sont le plus favorables possible. Quelque part, il joue son jeu. Hein. On peut pas lui en vouloir. Hein. Parce que Donald Trump lui a pas opposé une très grande volonté. Ça a été un petit peu la stratégie d'Emmanuel Macron, mais très franchement, il n'a pas la puissance de peser dans ce conflit, donc il peut montrer les gros bras, de toute façon, il en a pas. Donc je trouve que c'est un peu dommageable parce que je tiens quand même à la souveraineté des États, à l'intégrité des frontières, et il me semble que c'est des principes qui sont de plus en plus remis en cause. En cause. Emmanuel Abramovitch. Oui, Poutine évolue, et bien évidemment dans le cadre d'une stratégie qui a en fait commencé le jour de l'envahissement de l'Ukraine. Il savait déjà quels étaient ses objectifs et il savait déjà comment il allait amadouer l'Europe, les États-Unis et l'OTAN. Et pour ça, il a donné des os à ronger. Il a fait croire qu'il avait perdu du terrain à tel ou tel endroit. Il a fait mine de menacer des installations nucléaires pour finalement reculer. Et finalement, pendant ce temps, il a consolidé les positions qu'il gardera. Et n'oublions pas, s'il vous plaît, que la guerre en Ukraine commence dans les années 90, lors d'un échange à Reykjavik, où se sont signés des accords entre Gorbatchev et Reagan, qui promettaient à la Russie que les anciens pays du pacte de Varsovie ne deviendraient pas des bases de l'OTAN. C'est pas en 90 avec Reagan, parce que Reagan a quitté le pouvoir en janvier 89 de mémoire. Alors je me trompe de quelques mois. C'était George Bush, ou alors c'était avant. Non, c'était Reagan, c'est certain. C'était Reagan, alors c'était avant. C'était les accords de Reykjavik, mais je crois que c'est 87, il me semble, les accords de Reykjavik. Mais le mur de Berlin n'était pas encore tombé sous Reagan. Il est tombé sous Bush.
Oui. Ah, il y a une rencontre entre Reagan et Gorbatchev, et Gorbatchev... Ah oui, il y en a eu plusieurs même. Il est tombé pile à la fin de Reagan en fait, parce que... Oui, il est tombé 8 mois après. Ah oui, 8 mois après. oui, On va demander à Jean de Glignasti, notre expert du jour, ancien ambassadeur de France en Russie, pour faire la synthèse entre nos vraies voix. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a poussé ses pions, pour reprendre une métaphore d'échec depuis maintenant 3 ans? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ont dit les vraies voix, Jean de Glignasti? Moi, je pense que Poutine a perdu dans les premiers jours de février-mars 2022, au moment de l'invasion. Il comptait prendre l'Ukraine, et là, il n'a pas pu le faire. Donc, tout ce qu'il a après, c'est une sorte de compensation. C'est le 10e de ce qu'il aurait voulu. Il voulait prendre l'Ukraine. Pourquoi voulait-il prendre l'Ukraine? Comme l'un de vos participants l'a dit à juste titre, c'est qu'il ne voulait pas de l'Ukraine dans l'OTAN. Ça fait 20 ans que les Russes le disent, pas d'OTAN dans l'Ukraine, pas d'Ukraine dans l'OTAN. Donc, à partir du moment où Zelensky avait signé en juin 2020 un accord de partenariat privilégié avec l'OTAN, qui était d'ailleurs une première étape vers l'adhésion, on aurait pu, mais je ne suis pas parmi ceux-là, on aurait pu prévoir en quelque sorte que ça se terminerait par une guerre. Donc maintenant, quoi qu'il advienne, on est en train de négocier des lots de consolation pour Poutine, parce que contrairement à ce qu'on pense, il a perdu l'Ukraine. Il en aura peut-être un bout, mais c'est pas ce qu'il y a d'important. Donc pour lui, ce qu'il y a d'important, ce qui fait qu'il n'aura pas tout perdu, c'est que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a ancré institutionnellement, constitutionnellement les territoires qu'il a conquis dans le territoire russe. Donc ça, il va vouloir les garder. Et puis après, il y a tout le reste. Il y a l'allègement des sanctions, il y a tout ça. Et en plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que à tout moment, il essaiera, en changeant le pouvoir à Kiev, notamment en essayant de déplacer Zelensky, de faire élire quelqu'un de plus ouvert aux intérêts russes, etc. Il essaiera de regagner ce qu'il a perdu, c'est-à-dire d'éviter la constitution d'une Ukraine indépendante, proche de l'Occident, proche des États-Unis et de l'Europe, même si elle n'est pas dans l'OTAN. Et ça, chaque fois qu'il pourra, il essaiera de le faire. En clair, je vous pose une question avant d'aller au 0826 300 300. Il voudrait faire de l'Ukraine ce qu'est la Biélorussie, en quelque sorte? Alors, je ne dirais pas forcément. Ce qu'était peut-être la Biélorussie avant les émeutes de 2020, parce que maintenant la Biélorussie n'a plus le choix et Loukachenko s'est entièrement mis sous le parapluie russe. C'était pas tout à fait le cas avant, hein. L'Union européenne avait d'ailleurs levé ses sanctions avant les émeutes et les élections falsifiées de 2020. Disons, je dirais plutôt comme la Finlande. D'accord. Quand on regarde la Finlande, le traité de 1947 entre la Finlande et la Russie, c'était un traité où, en gros, la Finlande s'engageait à ne pas rentrer dans une alliance contre la Russie, à ne pas avoir une politique anti-russe, mais elle était libre de son système économique, c'est-à-dire le capitalisme, et libre dans certaines limites justement liées à la politique russe, libre de ses élections. Ben, c'était un peu ça ce qu'ils avaient en tête, les Russes, avant le 2014, avant Maïdan en fait. On part au 0826 300 300 vers notre auditeur du jour. Bonsoir Patrick. Bonsoir, oui. Je crois que vous connaissez bien l'Ukraine pour avoir de la famille là-bas. Oui, mon épouse est ukrainienne et mes filles parlent français et ukrainien. D'accord. Et votre avis sur ce qui se passe en ce moment avec les négociations, pas négociations? Est-ce que les demandes de Poutine sont insupportables? Est-ce que vous pensez que le Donbass et la Crimée vont rester définitivement russes ou être... Donnez-nous votre point de vue, comme vous devez bien connaître le pays. Je commençais déjà humblement en disant que la veille de l'attaque massive du mois de février 2022, je pariais que Poutine jamais n'attaquerait. On m'avait demandé, et quand on me le demandait, je le disais. Donc, pour vous dire que même quand on s'intéresse de près à un sujet, on peut se tromper lourdement comme je l'ai fait à l'époque. Donc, il est très compliqué aujourd'hui de voir... Il est très compliqué de voir aujourd'hui ce qui va se passer. Moi, ce que je vois juste en ce moment, comme une analyse que j'ai, c'est que j'ai l'impression que
Trump est parti bien en tête en pensant que faire un peu all-in sur la tête de Zelensky permettrait d'adouer Poutine et de rapidement obtenir son objectif personnel qu'il a, c'est de pouvoir dire qu'il a réussi à arrêter les combats. Mais déjà, arrêter les combats, ça ne veut pas dire qu'on se rapproche de la paix. Et puis surtout, il a en face de lui quelqu'un de bien plus retors que lui, qui a une vision bien plus longue sur le sujet et un attachement au sujet plus profond que lui. Je dirais, pour Trump, la vision de l'Ukraine, c'est à 8000 km de chez lui, donc il s'en fiche carrément. Là où, pour Poutine, c'est une ambition impérialiste. Enfin, vraiment, lui, son rêve, c'est d'avoir de nouveau ses petits frères, ses petits cousins, ses petits Russes à ses pieds. Et donc, c'est-à-dire refaire l'Union soviétique peu ou prou, c'est ça? Oui, ou la grande Russie tsariste, se dire, et d'ailleurs, je dirais à son âge, avec l'argent qu'il a amassé, tout ce qu'il a pu obtenir comme gloire personnelle et ambition, je dirais maintenant, à son âge, on vit l'éternité, donc d'être dans les livres d'histoire, celui qui aura réussi à faire en sorte de remonter une grande partie de l'Empire russe. Donc je pense qu'il est à fond là-dedans. Je pense que quand il dit oui mais, déjà, quand il dit oui, on ne doit pas forcément le suivre. On l'a vu en 2008 avec la Géorgie, quand il a signé un accord de cessez-le-feu en disant mais je m'engage, on arrête le feu, mais bien sûr, je ne regretterai jamais les deux parties de la Géorgie qui sont aujourd'hui sous occupation. Et dans la foulée, il a même renié ce qu'il avait signé quelques semaines après. Donc là, il n'a rien dit. Il a juste dit je suis pour la paix, comme moi aussi, je suis Miss Monde, je suis pour la paix. Et après, il dit mais. Et avec son mais, tout est possible, et je pense que rien n'est engagé et qu'il négocie encore de manière assez fine face à quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas bien compris la personne qui a fait en face de lui. Ah, Patrick, on va écouter Jean de Glignassi, ancien ambassadeur de France à Moscou. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche de Patrick, dont la femme est ukrainienne et qui connaît donc bien la région? Je pense que tout ce qu'il a dit est exact. J'aurais dit impérialiste et j'aurais rajouté émotionnel. La relation de la Russie à l'Ukraine est aussi émotionnelle. Il ne faut pas oublier que tous les secrétaires généraux du Parti communiste jusqu'en 91, sauf Andropov, étaient tous liés à l'Ukraine de très près, soit nés en Ukraine, soit ayant une mère ukrainienne, etc. Donc l'Ukraine a été, j'allais dire, à la fois la vitrine de la politique des nations de l'Union soviétique jusqu'en 1924 par exemple, le pouvoir bolchevique a procédé à une ukrainisation forcée des écoles, des journaux, etc. Les 3/4 des journaux étaient en ukrainien, l'enseignement du russe était subsidiaire, etc. Et puis ensuite, évidemment, Staline craignant le nationalisme ukrainien, a inversé la tendance. Mais au départ, Lénine voulait faire de l'Ukraine le joyau, la vitrine de la politique nationale des bolcheviks pour montrer à quel point c'était la liberté, l'émancipation, l'épanouissement des peuples. Et ensuite, les Ukrainiens, après l'Holodomor, après les massacres, après l'élimination des communistes, même des communistes nationaux ukrainiens. Alors, je rappelle pour les auditeurs qui ne savent peut-être pas, le Holodomor, c'est le génocide par la faim, je crois, de 1933-1935, il me semble, où 6 à 7 millions d'Ukrainiens sont morts de faim. Je vous laisse continuer, Jean de Glignassi. Oui, et donc... après tout ça, dans l'esprit des communistes, des soviétiques, il ne restait plus que des bons prolétaires ukrainiens, et à ce moment-là, on s'était forcé de les promouvoir. Donc on a industrialisé le Donbass, Stakhanov était un Ukrainien. Ensuite, on les a fait monter dans les comités politiques, etc. Au moins, je veux dire au moins un tiers du bureau politique du Parti communiste de l'Union soviétique, c'était des Ukrainiens. Il y avait le clan des Ukrainiens, etc. Donc ils ont été associés de très très près au pouvoir soviétique, à la vie soviétique, etc. Donc le divorce, au moment de 91, au moment où il y a eu les prémices de l'implosion, c'était avant, mais où le nationalisme ukrainien est apparu et où l'Ukraine a déclaré sa souveraineté d'abord, son indépendance ensuite. Pour les Russes, il était impensable que l'Ukraine tombe dans l'OTAN.
Alors, ils ont pris quelques garanties, mais orales, il n'y a pas de texte, etc. Et à partir du moment où l'Ukraine est rentrée dans une courbe, si je puis dire, qui la rapprochait de l'Occident et de l'OTAN, à ce moment-là, le pire était à prévoir. Jean Gliassi, alors un mot très rapidement, Emmanuel Abramovitch et Philippe Bilger. Pardonnez-moi, Votre Excellence, de ne pas partager votre point de vue en termes de stratégie poutinienne que je n'explique pas comme vous. En effet, Poutine est un joueur d'échecs et il a fait peur au monde entier en faisant croire qu'il allait envahir, qu'il pouvait envahir toute l'Ukraine. Il nous a fait croire qu'il allait bombarder la centrale nucléaire et en fait nous allons, et il aura gagné la guerre en cela, et nous allons nous contenter qu'il garde le Donbass. Il nous a fait peur pour pouvoir garder le Donbass et nous soulager. Philippe Bilger, un mot et le mot de la fin à l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, malgré votre analyse évidemment pertinente, comment se fait-il que le commun des citoyens qui n'a pas un savoir géopolitique performant a le sentiment que c'est la Russie qui gagne tout le temps? Pour répondre à Emmanuel Abramovitch et à Philippe Bilger, rapidement, parce qu'il nous reste 4 secondes, ça va être un peu plus long sans doute. Bon. Parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas le détail de l'histoire de l'Ukraine, qui est entremêlée étroitement à l'histoire de Russie. C'est à la fois une guerre d'invasion, c'est une guerre de décolonisation, il y a des aspects aussi de guerre civile. Il y a des aspects de guerre civile, effectivement, c'est quand même assez terrible. Merci beaucoup Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de Géopolitique de la Russie, publié aux éditions Erol. Toujours un plaisir de vous avoir, monsieur l'ambassadeur. Dans quelques instants, il n'y a aucune diplomatie dans ce jeu, Patrick, vous le connaissez, ça s'appelle le qui c'est qui l'a dit. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai.